Le canal qui est là, le drain, on le voit, hein, c'est un drain. C'est taillé dans le calcaire, c'est très profond, ça peut encaisser un très gros débit d'eau. Qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui ce soit ouvert? On est là précisément sur la tourbière du Bourdet, qui est une des rares zones du Marais Poitevin qui bénéficie d'un arrêté préfectoral de protection de biotope qui date de 1990 et qui couvre le périmètre du cœur d'une tourbière alcaline et d'un communal, propriété de la commune du Bourdet. On est aussi au cœur de la problématique bassine, puisqu'à moins de 500 mètres d'ici, il y a la première bassine du territoire du coin, qui est le bassin tampon de M. Bourreau, qui fait 50 000 m3 et qui est rempli 2 fois l'année pour irriguer 150 000 m3. Et il y a également le piézomètre de référence pour la rivière Mignon-Boutonne, donc un des points de suivi de la nappe pour savoir si on déclenche ou pas les arrêtés préfectoraux. Et donc on est dans un contexte tout à fait alarmant, historiquement insolite, où l'arrêté de coupure Mignon-Boutonne vient d'être pris il y a 2 semaines de ça. Le record battu, c'est le plus tôt dans l'histoire où l'arrêté de coupure a été donné. Les nappes se sont écroulées en 1 mois, passant des niveaux les plus hauts historiques depuis 30 ans, ça c'est le piézomètre du Bourdet, début février, au niveau des quinquennales, les 5 années les plus sèches des 30 dernières années, 1 mois plus tard. En fait, toute cette zone, donc, où clairement la volonté politique, en tout cas avérée depuis 30 ans, c'est de sauvegarder un certain nombre d'espèces liées au milieu aquatique et à des niveaux d'eau qui vont avec. Cet espace naturel, en théorie protégé, peut être vidangé du jour au lendemain par tout un chacun, puisqu'il y a un ouvrage sur le bord de la route de l'espace public non protégé et qui peut être levé à volonté. Et avant qu'on arrive ce matin, quand on est arrivé ce matin, il était grand ouvert, assurant pour le coup la vidange au printemps de toute cette zone de marais, ayant pour conséquence le fait que toutes les espèces qui étaient visées dans l'arrêté préfectoral de biotope ne peuvent pas trouver les mares et tous les fossés en eau, etc., ou la végétation aquatique nécessaire à leur survie. Je répète, au fil des conférences de presse, au fil des événements autour de cette problématique de la gestion de l'eau sur le Marais Poitevin, que la loi encadre l'usage de l'eau. Et dans le Code de l'environnement, on hiérarchise les usages de l'eau. La priorité numéro 1, c'est l'eau potable, et on doit fournir de l'eau potable en quantité et en qualité suffisante. Et donc pour ça, il faut que le niveau des nappes phréatiques soit entretenu à un bon niveau, et surtout avec de l'eau de qualité, et ça va nous renvoyer très vite sur les zones humides en général, et en particulier la tourbière du Bourdet. La deuxième priorité, c'est le bon état des milieux aquatiques. C'est la deuxième priorité dans la loi, le bon état des milieux aquatiques. Et là, on est typiquement dans un milieu aquatique dont on doit garantir le bon état, c'est dans la loi. Et seulement en troisième priorité, on doit imaginer l'usage de l'eau pour des fins économiques, dont l'irrigation fait partie, mais ce n'est pas le seul enjeu d'ailleurs économique. Et donc là, on est en train de mettre en péril le bon état du niveau de la nappe, et cet arrêté de coupure très tôt montre à quel point la nappe est endommagée par ces vidanges précoces d'une zone humide. En tout cas, on a un constat que la priorité eau potable est en péril avec ces vidanges précoces, que le bon état des milieux aquatiques, deuxième priorité de la loi, est également en danger, et les spécialistes, les naturalistes peuvent faire des inventaires ici et constater que des espèces remarquables ont reculé sur la zone du Bourdet en raison de la gestion désastreuse de la ressource en eau. Et on peut faire le lien également avec l'activité d'élevage. C'est quoi l'intérêt d'être éleveur sur une zone humide? Et moi je suis éleveur sur une zone humide, c'est d'avoir du fourrage décalé, différé dans la durée, plus tard en été, en juillet, en août, parfois en septembre, et donc avec des niveaux tenus bas. Cette ressource fourragère sur laquelle on peut s'appuyer pour que de l'herbe continue d'être produite, pour que des herbivores mangent de l'herbe, plutôt que de mettre du maïs dans l'auge, est également menacée dans cette gestion désastreuse. Donc on voit bien que la hiérarchie des priorités posées dans la loi n'est pas respectée, et c'est quelque part, sans jamais le dire complètement, ce que dit l'autorité environnementale. On a connu 1976, où tout le monde a souffert d'une sécheresse catastrophique. Et après, il y a 2 époques qui m'ont vraiment marqué. Quand j'ai commencé à militer sur ces dossiers, on a eu la période où on a eu un préfet qui s'appelait Jean-Jacques Brault, qui est arrivé ici, on lui a dit, vous venez d'un secteur où
le plus gros problème, c'est l'eau. Il s'est promené, il a été voir partout, jusqu'à Ron, il connaissait tout le territoire. Et je me souviens qu'au mois de février, il m'appelle, il me dit, moi, monsieur Morin, je veux vous voir, parce que je vais prendre une décision radicale. Je vais à la session chambre d'agriculture du mois de février. Je sais qu'on a un risque énorme d'eau potable. Je vais demander à toutes les communes qui ont des centres aérés, je vais demander à l'hôpital de Niort d'acheter des semis de bouteilles d'eau pour les stocker, parce qu'on ne sait pas si on aura de l'eau potable cet été. À l'époque, moi j'étais l'UAF, on a acheté avec la ville de Niort, il n'y avait pas la Cannes, il n'y avait pas toutes les usines à gaz. On a stocké dans des hangars de l'eau, l'hôpital a fait pareil. Et le préfet Brault est allé à la session chambre d'agriculture au mois de février et a dit, messieurs, et il n'y avait pas toute l'irrigation qu'il y a en ce moment, hein. Il dit, messieurs, on est dans une situation dramatique, j'ai une responsabilité forte, je ne laisserai pas le risque continuer. Je vous demande de changer vos semences, je vous demande d'aller vers du sorgho et vers du tournesol, parce que vous n'aurez pas le droit d'irriguer. Et ça concernait tous les Deux-Sèvres. Et il y avait beaucoup moins de surface et beaucoup moins d'irrigants que maintenant. Donc ça, c'était un moment historique. Et je peux vous dire qu'il a tenu le coup, il est allé là-bas, et pendant l'été après, il est allé se promener avec sa voiture, je lui avais dit, monsieur Brault, allez voir Aron. Et Aron, il y avait écrit, Brault, on aura ta peau, la peinture sur la route. Hein, il n'y croyait pas, mais c'était ça. Et il y a un autre moment historique, et ça Jean-Jacques s'en rappelle bien, c'est que quand le conservatoire d'espaces naturels qui a la responsabilité de gérer la tourbière, on a eu, avec la préfète Christiane Barré, on lui a demandé de venir voir cette tourbière qui était en état d'assèchement dramatique. Ça veut dire qu'une tourbière qu'on assèche 1 année, 2 années, 3 années, il n'y a plus de tourbière, c'est simple. Elle a tout de suite remonté à Niort, elle a pris un arrêté en disant, dans le contexte de la tourbière de Buré, c'est un nouveau élément de réduction des prélèvements et d'arrêt de l'irrigation. C'est la tourbière qui devient une référence. Et depuis, la situation n'a fait que se dégrader. Et ici, regardez bien, l'eau qui coule là, on est à un point stratégique. Hein. L'eau qui coule dans ce sens-là, s'il n'y a pas d'eau qui reste dans ce canal-là, la tourbière sera à sec dans moins de 15 jours. Et vous allez de l'autre côté, il y a presque un niveau d'eau, presque 1 mètre de plus. Si l'eau arrête de venir, ou s'il y a des gens qui ouvrent pour qu'ils ont intérêt à ouvrir, la tourbière est à sec, la prairie s'assèche, il n'y a plus d'herbe pour les vaches, et les éleveurs, ben, qu'est-ce qu'ils font avec les vaches ici? Et là, on est quand même dans un endroit emblématique, on est sur des terrains publics, soit de la commune, soit du conservatoire, soit de l'État parfois, les chemins, etc. Et on a tous les acteurs du parc, et on a tous les acteurs autour pour dire comment est-ce qu'on fait une gestion consensuelle du contexte ici, hein, concerté. Et après, qui a l'autorité de faire que? Parce que ici, on va voir tout à l'heure, la partie gestion du niveau que tu disais avec la manivelle, ça appartient à la commune, mais qui a l'autorité de tourner la manivelle? Dans quel contexte? Mais il y a des endroits où, le même contexte, il faut aller sur des terrains privés pour tourner la manivelle. Et moi j'ai connu des endroits quand même dans ce marais où l'autorité de l'État disait on met un cadenas, comme ça on sera sûr, et on reviendra voir 2 jours après, on reviendra voir, maintenant il y a l'internet, on peut y regarder 24 heures sur 24, mais vous reveniez le lendemain matin, le coupe-boulon était passé, le cadenas était sauté, et on avait modifié le niveau d'eau. Mais y compris la gestion dans le cadre des crues, c'est qu'il y a des endroits ici dans ce marais, mais c'est vrai aussi à la motte de Saint-Héret, etc., où quand l'eau monte très vite, il faut très vite agir dans l'autre sens. Hein, mais en coordination, parce qu'autrement, on envoie pour la motte toute l'eau à Niort, et c'est comme ça qu'il y a des pompiers qui se noient dans la nuit parce qu'il faut intervenir d'urgence. Et ça va jusqu'au Bourdet, mais ça va jusqu'à Arcet, et ça va jusqu'à la mer. Et les producteurs de moules et d'huîtres qui ont besoin de l'eau qui arrive douce pour mélanger à l'eau maritime, pour que les huîtres et les moules poussent, et qu'il n'y ait pas trop de pesticides dedans, voire pas du tout, ce qui serait quand même mieux, hein, on connaît la musique, et bien, tout ça, il faut mettre tout le monde autour de la table. Et actuellement, on est dans une situation où, je le répète, je n'ai rien contre les fonctionnaires. Je n'attaque pas les fonctionnaires. Je dis l'autorité de la police de l'eau n'est plus assumée. Et puis, dernière remarque, la tourbière, on parle des niveaux d'effondrement de l'eau et tout ça. Je veux quand même attirer votre attention sur l'irréversibilité des tourbes qui se dessèchent. C'est-à-dire que quand la tourbe se déshydrate, bien sûr au profit d'un niveau, elle va se regonfler, mais elle ne se regonfle jamais à 100%. Et donc l'alternance de déshydratation et de réhydratation ne permet jamais le regonflement de la tourbe à 100%. Et c'est comme ça que sur la cuvette de Nuaillé, qui est un endroit stratégique pour l'alimentation en eau potable de La Rochelle, on a vu tomber le niveau de la tourbière de 80 cm en 100 ans, et en particulier de 50 cm en 50 ans. Juste parce que on n'a pas entretenu l'hydratation de la tourbe, et que rien que ça fait baisser les niveaux,
Et donc, quand on baisse les niveaux, on est au début de la fin du caractère humide de la zone et de toute la dimension patrimoniale qui va avec. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que la zone humide ne soit plus un outil, mais soit l'objectif. Donc, il nous semble ici qu'avec l'élevage de maraîchine, avec la tourbière, on pourrait arriver à un projet vraiment optimal, associant tous les acteurs et associant toutes les activités, y compris l'activité touristique et l'activité de loisirs, des bourdetais, des gens du Marais, mais aussi des Niortais, voire plus loin. Voilà. Je sais que c'est compliqué, mais c'est la seule façon de s'en sortir, c'est en mettant carte sur table avec tous les acteurs pour montrer l'intérêt que la zone humide soit l'objectif numéro 1, comme on disait, en retrouvant les objectifs de la loi sur l'eau. Juste rappeler que là, il y a quelques jours, enfin avant les arrêtés de coupure, il n'y avait plus d'eau là, parce qu'ils avaient ouvert là-haut, donc toute l'eau c'était parti, et en plus ils irriguaient. Et donc on voit quand même que tout n'est pas complètement perdu, puisque depuis qu'ils ont arrêté d'irriguer, c'est un peu remonté, et depuis aussi qu'ils ont fermé l'appel là-bas. Donc il y a quand même encore des choses à faire, mais il faut le faire vite, très vite. À partir de maintenant, la gestion de cet ouvrage doit être publique. La gestion de cet ouvrage doit être le fruit d'une discussion, d'une négociation, d'un comité